Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Bienvenue au Café Nil. Donc aujourd'hui, on va poser une question qui est assez, simple et j'avais envie de dire aussi simple que redoutable. Comment soigner mieux en dépensant moins? Donc on ne parle pas au sens de moins, au sens d'un rationnement qui soit un rationnement brutal, même si, je crois que malheureusement, on connaît tous l'état des finances publiques et puis les nouvelles mesures, d'économie qui ont été annoncées récemment par le gouvernement. Mais on parlera plutôt, je pense, et Magali nous le dira, de moins au sens d'un si vous m'entendez correctement? Oui? Oui, c'est Au parfait, c'est sens parfait. pardon, excusez-moi, j'ai eu un petit moment de doute parce que j'ai un bruit. Donc un système plus intelligent, plus pertinent et mieux aligné avec les besoins des patients et en cela plus économe. C'est exactement le sens et les propos du plaidoyer qui ont été publiés récemment par le collectif interassociatif Action Patient pardon, qui regroupe 20 associations et puis donc c'est un document qui a la bonne idée de renverser la perspective habituelle. On part pas du déficit ou des dépenses ou de tableau Excel, mais du vécu des malades, de leur expérience de l'intérieur et de leur vision pour le système de santé. C'est un document qui montre que bien souvent, ce qui coûte cher, c'est plutôt l'inefficience, l'attente, les complications évitables, les soins redondants ou encore les ruptures de parcours ou même tout simplement parfois l'absence d'information des patients. Le message qui en ressort est relativement très clair. Pour soigner mieux et dépenser moins, il faut plus écouter les patients, mieux les écouter, impliquer les usagers et puis repenser en profondeur les logiques de parcours et de coordination. Donc pour en parler ce matin, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir au Café Nil Magali Léo, qui est donc coordinatrice d'Action Patient. Et donc Magali, je te donne la parole pour présenter peut-être d'abord Action Patient, vos actions, puis ensuite présenter cette vision des économies dans le système de santé par les patients. Merci Germain, merci également Olivier pour votre invitation. Je suis ravie de faire cette présentation d'Action Patient et aussi donc de nos propositions que nous avons rendues publiques récemment en effet pour soigner mieux en dépensant moins. Il y a en effet un bruit de fond un peu par intermittence qui est un petit peu gênant, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas si tout le monde l'entend. Damien. J'ai préparé un petit support, je vous propose de le partager. Ce ne sera pas en principe trop long, puisque j'ai compris que voilà, il s'agissait de faire une présentation d'une vingtaine de minutes et puis ensuite de débattre et de discuter, éventuellement de répondre à vos questions si vous en avez. Donc, je vais essayer de respecter la consigne. Alors, en effet, Action Patient, tu l'as dit Germain, c'est un collectif interassociatif d'associations de patients. Et nous avons donc tout récemment, peut-être certains l'ont vu passer puisqu'on l'a rendu public, produit une plateforme de plaidoyer autour de la réforme du système de santé pour maîtriser les dépenses, tout en améliorant la qualité des soins et en garantissant l'accès aux soins pour tous. Alors, Alors, qui je suis sommes-nous? désolé, peut-être que ça ne vient que c'est que pour moi, mais je vois la le la fenêtre PowerPoint et pas le diaporama en lui-même. Ah mince, alors. Non, mais c'est Quelle ah oui, page? exact. Là, en principe, on est sur la page avec le logo des assos. Est-ce que c'est bon pour vous? Non, il faut que ça défile pas. Faut Ça mettre en défile. pleine page. Alors, ça me fait le coup à chaque fois. Je suis en pleine page. Je pense qu'il faut quitter le mode Attendez, diaporama, je recommencer le diaporama et partager la fenêtre, qui correspond ouais, à au plein écran. en principe, je sais faire ça. Alors, attendez, on va refaire. Voilà. Alors là, est-ce que vous voyez mon diaporama? On voit toujours la fenêtre. Et vous ne voyez pas là le qui sommes-nous? On le Là, on voit voit, le mais qui en tout sommes-nous, oui. petit. Oui. En tout La pleine petit. page est en bas à droite. Ouais, je me mets en pleine page. Là, je suis en pleine page là. Franchement, Je on pense voit qu'il bien. C'est pas grave, en fait. Magali, Oui, c'est pas grave, Magali, on voit bien en fait. Ah, là, je suis en pleine page. Est-ce que c'est bon pour vous? Non, on voit pas en pleine page. Remets-toi normalement. Tant pis avec l'écran et puis tu défiles les diapos. C'est pas grave. Je suis désolée, je ne sais pas pourquoi. c'est quand même lisible, hein, donc il y a pas de Oui, souci c'est particulier. vraiment lisible. Ok. Alors, comme ça va? Là, je ne suis pas en pleine page, mais je sais pas. Ouais, c'est Ok. bien. Donc là, vous voyez en effet la page de
des logos des associations membres d'Action Patient. Nous sommes un collectif qui a été initié en 2022 de manière tout à fait informelle, puisque l'idée en 2022, à l'été 2022, c'était de partager entre associations de patients, nous étions très nombreux à l'époque, des constats et des inquiétudes autour de la dégradation des soins à l'hôpital. Rappelez-vous, pleine crise des urgences, on entendait à l'époque, et d'ailleurs ça n'a pas beaucoup changé, mais très peu les associations de patients dans les médias, alors que les inquiétudes étaient très importantes et grandissantes. Et nous nous sommes réunis pour partager de l'expérience et des témoignages et des remontées des patients proches des associations de patients. Et là, on a eu effectivement des constats assez convergents et des inquiétudes qui ont confirmé l'intérêt de continuer à travailler ensemble, de réfléchir à des actions communes et éventuellement mutualisées. Mais dans un cadre tout à fait informel au début, sans trop savoir où nous allions aller, mais avec cette inquiétude qui nous unissait. Nous avons fait un travail d'étude à cette époque-là, en 2022. On a produit une étude, les premiers résultats d'une étude qui a confirmé en effet ce que nous redoutions, c'est-à-dire que c'était une étude qui avait été menée auprès des patients et des soignants et qui a confirmé évidemment la dégradation de la qualité de la prise en charge à l'hôpital et une inquiétude très importante côté soignant qui voit l'ampleur des pertes de chance auxquelles les patients sont confrontés. Et ça nous a confortés dans la conviction d'aller plus loin, de cranter et de poursuivre nos actions de recherche pour étayer un plaidoyer actif, interassociatif, porté par des associations de patients. On a fait tout un travail ensuite, un peu ingrat, mais voilà, de statut, de rédaction de statut, de dépôt de statut, voilà, pour devenir une association, ce que nous sommes devenus en 2023. Nous sommes une association loi 1901, habilitée à recevoir des dons, soit dit au passage. Nous rassemblons à ce jour 19 associations de patients, que vous voyez donc s'afficher là, et nous sommes unis pour défendre la qualité, la sécurité des soins en ville, à l'hôpital et à domicile. Alors, je vous prie de m'excuser une petite minute, je reviens. Voilà, excusez-moi. Donc, nous avons en effet rendu public un plaidoyer récemment qui est articulé autour de plusieurs constats et de plusieurs propositions qui proviennent des associations de patients qui sont anciennes, pour certaines des propositions qui ont été déjà formulées et défendues par bon nombre d'associations de patients. On a fait un travail de collection de ces propositions et puis de mise en cohérence de l'ensemble de ces propositions. Nos différents constats, enfin, ils sont nombreux, je vous en ai mis un certain nombre, les plus frappants, mais vous pourrez lire dans le document si vous le souhaitez. Tout d'abord, ce sont des niveaux de rentabilité excessifs dans certains secteurs. On le sait, ça a été plusieurs fois documenté par des rapports publics et notamment des rapports de la Cour des comptes. On connaît les niveaux de rentabilité de la biologie médicale, on connaît les niveaux de rentabilité de certains établissements de dialyse privés, par exemple. Le résultat d'exploitation moyen de la biologie médicale est estimé à 23%. Les structures privées de dialyse ont-elles des niveaux de rentabilité moyens autour de 15%, alors qu'elles se situent entre 4 et 5% pour d'autres établissements de santé. Donc, ça pose question. Et ça pose question d'autant plus que dans le domaine de la dialyse, on ne peut pas dire que ce très haut niveau de rentabilité soit corrélé à un très très haut niveau de qualité de prise en charge. Donc ça pose question, ça ne veut pas dire que il y a eu un petit débat ce week-end sur LinkedIn pour certains qui l'ont vu lié à ma participation à ce café. L'idée n'est pas de revenir sur la lucrativité de certaines activités de soins. Notre système est mixte, il a été conçu comme ça, c'est sa philosophie. Il y a du public, il y a de l'associatif, il y a du privé. La question, ce n'est pas de dynamiter ce modèle, mais de questionner effectivement ces très hauts niveaux de rentabilité qui sont supérieurs à ceux de l'industrie du luxe et qui posent question lorsque la qualité des soins n'est pas au rendez-vous et est dénoncée par des patients et les associations qui les représentent. Donc oui, il y a un sujet qui d'ailleurs, ce niveau de rentabilité, il est à relier aussi avec la financiarisation de notre système de santé. L'assurance maladie y a consacré un chapitre dans un précédent chargé produit. Donc oui, il y a un sujet autour de la financiarisation de notre système de santé et qui tend à avoir des dépenses qui sont inflationnistes, évidemment.
Autre constat, c'est le manque de coordination entre les acteurs du système de santé. C'est coûteux ce manque de coordination, puisque effectivement il y a beaucoup de ruptures dans les parcours de soins, il y a beaucoup d'errances liées à ces difficultés de coordination. Ce n'est pas nouveau, on n'est pas les seuls à le dire, mais nous le réaffirmons et nous donnons un exemple. Enfin, il y en a d'autres dans le document complet, mais là je trouve que cet exemple est assez parlant. Au sujet de la montée en charge des infirmiers en pratique avancée, les IPA. On avait à terme un objectif de 6 000 à 18 000 IPA en exercice. Alors, dans un audit flash de juillet 23, la Cour des comptes relève qu'en 2021, moins de 600 IPA étaient diplômés et moins de 1400 en formation. Donc, c'est poussif, c'est compliqué. Nous avons quelques hypothèses sur ces difficultés de montée en charge. Alors, il y a des sujets de rémunération, de valorisation, bien sûr. Est-ce que c'est vraiment attractif de devenir IPA pour les professionnels? C'est une question. Et puis, on le sait, mais ça a été également bien documenté, notamment dans le champ de la néphrologie, mais pas que. Il y a de très, très fortes résistances de la part des professionnels de santé et qui empêche le déploiement de ces IPA dont nous avons pourtant cruellement besoin et qui permettrait en effet de mieux coordonner les acteurs du système de santé pour aller vers de la qualité et donc un système de santé moins coûteux. Il y a, et ça encore, nous le disons, nous ne sommes pas les seuls et ça a été maintes fois documenté, trop d'actes médicaux inutiles ou non pertinents en France. On sait que 40% des prescriptions sont contraires aux recommandations, ça date un peu de 2014, mais on sait aussi que, enfin, on sait, et les associations de patients le savent, les patients le savent, le constatent au quotidien, c'est un gâchis d'actes inutiles en ville, à l'hôpital et dans beaucoup de contextes. Ça coûte, pardon, je reviens j'ai fait une petite confusion, les actes inutiles non pertinents, 20 à 25% des actes sont inutiles ou non pertinents, ça représente environ 50 milliards d'euros par an. 50 milliards d'euros par an. Ça résonne avec les propositions d'économie qui ont été faites ce week-end. Le non-respect des recommandations de bonne pratique, voilà, c'est effectivement ces 40% de prescriptions qui sont contraires aux recommandations. Alors là, beaucoup d'associations le constatent. Des recommandations, des référentiels de bonne pratique qui sont produits par les autorités scientifiques, par les sociétés savantes, qui ne sont pas respectés pour plein de raisons. Ça peut être des bonnes raisons, d'ailleurs, avec un droit à la transgression des professionnels de santé qui n'est pas à contester. Dans certains cas, bien sûr qu'il faut transgresser, mais dans la plupart des cas, ce sont des écarts qui ne sont pas justifiés et qui exposent les patients à des pertes de chance. Moi, je connais bien le domaine de la néphrologie, mais on l'a documenté également dans d'autres disciplines où effectivement il y a des problèmes de respect des bonnes pratiques. Dans le champ de la néphrologie, on sait que la moitié des moins de 60 ans qui sont en dialyse ne sont inscrits qu'après 17 mois de dialyse sur la liste d'attente, alors que les recommandations préconisent que les patients doivent être inscrits entre 12 et 18 mois avant l'entrée en dialyse. Donc voilà, c'est un exemple, il y en a beaucoup d'autres, où les recommandations ne sont pas respectées et où ça occasionne des dépenses forcément évitables et, dans le pire des cas, des pertes de chance pour les patients. La désertification médicale, je sais que cette expression est maudite par un certain nombre de professionnels de santé, mais néanmoins c'est le cas, là encore très très documenté, des difficultés d'accès aux soins qui donnent lieu à des renoncements aux soins, tout simplement. Quand on n'a pas de rendez-vous, on renonce, avec le risque de voir les soins se dégrader. Et puis on recourt également aux urgences, avec des prises en charge beaucoup plus coûteuses. Donc oui, on a un problème de désertification médicale. Nous avions proposé, nous, dans notre document, effectivement, de soumettre l'installation des professionnels, des médecins de ville à l'autorisation des agences régionales de santé. C'est le sens de l'article 1 de la proposition de loi Garot que nous soutenons. Nous sommes très heureux qu'elle ait été rétablie en séance publique à l'Assemblée nationale. Et nous lui espérons un destin heureux à cet article parce qu'il y a un vrai besoin de régulation de l'installation des médecins. Il faudrait être aveugle et être dans un déni indécent pour le contester. La polymédication excessive des personnes âgées. 40% des personnes âgées de 75 ans et plus prennent simultanément moins de 10 médicaments.
On se rend compte du coût que ça représente, du coup en termes de dépenses de médicaments, mais aussi de prise en charge d'accidents de iatrogénie, hein, d'hospitalisation liée à ces problèmes de polymédication. Donc oui, on a un vrai plan d'action à faire autour de cette polymédication excessive des personnes âgées. Et puis enfin, pardon, il y a une petite faute, les coûts liés aux problèmes d'observance des patients. Il a été estimé à environ 9,3 milliards d'euros chaque année, ces problèmes d'observance, de traitement, y compris pour des traitements vitaux, hein, dont la vie des patients dépend parfois. Donc pourquoi les patients ont de telles difficultés à adhérer à leur traitement? Il faut se poser la question et surtout, il faut accompagner les patients. On a aujourd'hui 20 millions de personnes malades chroniques qui vivent pour une partie d'entre eux avec des traitements lourds. Il faut absolument accompagner ces patients à vivre au mieux avec leur traitement et c'est un enjeu évidemment de santé publique, mais c'est aussi un enjeu médico-économique. Voilà nos principaux constats. Je balaye rapidement nos propositions, mais je vous invite à lire le document et puis on en discutera dans le cadre du débat. Bien sûr, et ça résonne avec ce que je viens d'expliquer à l'instant, hein, l'idée c'est de chasser les rentes pour regagner des marges. Chasser des rentes pour regagner des marges, c'est augmenter la prescription de médicaments génériques et biosimilaires. Alors, vous le savez, les chiffres sont connus. On a 84% de taux de substitution en France, ce qui est plutôt très très bon, mais on a 38% d'usage en volume de génériques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les prescripteurs prescrivent très largement en dehors du répertoire du générique et que donc les médicaments ne sont pas substituables finalement à l'officine. Et ça, il faut que ça change. Il faut que ça change parce qu'on a des exemples, notamment en Allemagne, où c'est très très différent. Le générique est beaucoup mieux installé. Donc il faut que ça change. Il faut que les professionnels de santé soient désincités à prescrire des MeToo ou des médicaments qui présentent très très peu, voire pas du tout d'avantage par rapport à des médicaments génériqués. Bien sûr que les patients doivent avoir accès à l'innovation, mais ils doivent avoir accès à l'innovation utile et pertinente. Et donc, on a un vrai sujet autour du générique et également du biosimilaire. Les associations de patients sont favorables à la substitution, ne sont pas favorables néanmoins à l'interchangeabilité entre biosimilaires en officine, c'est-à-dire qu'il faut limiter le rôle du pharmacien, mais bien sûr favorable à la substitution de Princeps par des biosimilaires. Je l'ai dit, je n'y reviens pas, questionner, réguler les très hauts niveaux de rentabilité de certaines activités, ça passe par une réforme de certaines activités de soins, ça passe par une réforme tarifaire, ça passe aussi par un contrôle de l'activité de certaines activités de soins. Donc il faut que ce soit renforcé, surtout quand cette lucrativité extrême se fait au détriment de la qualité des soins. Développer la rémunération à la qualité des établissements de santé, on en parle depuis longtemps, on lit beaucoup de choses depuis longtemps, depuis le rapport Aubert et même avant. On voit peu de choses se développer et pourtant, on le sait, la non-qualité a un coût et donc on ne comprend pas pourquoi c'est si lent de développer la rémunération à la qualité des établissements de santé. Rationaliser le système de santé en luttant contre les actes inutiles, le respect et surtout la mise à jour des recommandations de bonnes pratiques. Ces recommandations de bonnes pratiques doivent être opposables, c'est-à-dire qu'il faut qu'elles soient respectées par les professionnels de santé. Et si elles ne le sont pas, parce que c'est leur droit, il faut que les écarts de pratique soient justifiés et motivés par des raisons de santé liées à l'état de santé et à la spécificité des patients. Il y a beaucoup trop d'écarts et du coup beaucoup d'inégalités d'accès à l'excellence médicale. Il faut que ça change et surtout, il faut remettre un peu de science dans les pratiques médicales, éviter l'arbitraire et éviter effectivement ces pertes de chance auxquelles sont exposés les patients. C'est clé, on est plusieurs à le dire depuis très longtemps. Il y a un vrai sujet autour du non-respect des recommandations de bonne pratique. La polymédication des personnes âgées, on en a parlé, la révision régulière des ordonnances, la promotion de soins non médicamenteux, bien sûr, les bilans aussi de médication. Je crois qu'en 2023, seuls 1000 pharmaciens faisaient ce type de bilan de médication. Ça ne prend pas, il faut aller beaucoup plus loin. Dans le rapport sur la régulation et le financement des produits de santé, nous en avions déjà parlé et consacré un chapitre important sur ce sujet-là. C'est un sujet de santé publique, c'est un sujet d'économie, évidemment.
Améliorer l'accès aux soins et vaincre les résistances. Je vous en ai dit un petit mot au sujet des freins à la montée en charge des IPA. C'est un exemple de résistance qui donne lieu à de la non-qualité et au fait que la loi et les objectifs aussi ne soient pas respectés. Il faut vaincre ces résistances. La répartition des médecins sur le territoire, c'est la même chose. Ça fait des années que les corporations médicales se battent pour garder cette exception en fait médicale qui consiste à ne pas réguler leurs effectifs sur le territoire. Il faut que ça change, on ne peut plus se permettre cela. 30% des Français vivent dans un territoire déserté par les médecins, ça ne peut pas durer, ça devient une obsession nationale et pour cause, il faut que cette régulation soit effective le plus rapidement possible. Nous avons fait un petit chapitre, un petit encadré sur la médecine esthétique. Ça peut paraître anecdotique, ça ne l'est pas. On a un nombre important, j'ai plus le chiffre en tête, je vais essayer de le retrouver, mais oui, 80% des jeunes des jeunes médecins qui s'installent dans la capitale, après leurs études, souhaiteraient faire de la médecine esthétique. On parle des jeunes dermatologues. Je ne sais pas si vous en avez vous-même fait l'expérience récemment. Prendre un rendez-vous chez un dermatologue, c'est extrêmement compliqué. Pourquoi? Parce que ils sont peu nombreux, mais en plus, ceux qui restent en activité proposent très largement une part de leur activité sur de la médecine esthétique, du laser et autres, et donc il devient extrêmement compliqué de prendre rendez-vous pour une dermatologie médicale. Là encore, il faut de la régulation. Ce sont des professionnels qui sont conventionnés avec l'assurance maladie. L'assurance maladie doit pouvoir contrôler la part d'activité de ces médecins qui est consacrée à des activités non médicales. Dernière slide de proposition, je poursuis un peu vite, c'est l'allègement du fardeau de la maladie pour agir sur le coût du décrochage. On l'a dit, plus de 9 milliards d'euros par an, le coût des problèmes d'observance des patients. Il faut que ça change, il faut développer l'accompagnement des patients, des programmes d'autonomie en santé, le soutien aux associations de patients qui font ça, dont c'est le métier, qui bénéficient d'une proximité évidente avec leurs adhérents et qui sont à même de développer des programmes d'amélioration de l'observance, d'accompagnement des patients. Ce n'est pas juste de l'amitié, c'est aussi apprendre à vivre avec des médicaments au long cours. C'est une science, c'est un savoir-faire, les associations savent faire, elles doivent être soutenues pour ces actions. L'éducation thérapeutique des patients, soutenir les aidants. Vous savez que si on rémunérait au SMIC les heures que les aidants consacrent à aider leurs proches, on avoisine un coût autour de 30 milliards d'euros par an. Donc nous avons besoin des aidants. Sans les aidants, ça nous coûterait 30 milliards d'euros par an. Donc il faut soutenir cette population. Ils sont à peu près autant qu'il y a de malades chroniques en France. Mieux les former, reconnaître leurs compétences, les aider financièrement, éventuellement prévoir des garanties assurantielles à leur bénéfice. Mieux accompagner le maintien dans l'emploi des personnes malades ou l'ayant été. Donc là, il faut travailler avec la médecine du travail. Bien sûr, il faut développer l'employabilité et le maintien dans l'emploi des personnes malades parce que ça a un coût aussi de supporter des arrêts maladie ou des invalidités de personnes malades au motif qu'elles n'auraient pas été accompagnées dans le retour à l'emploi. La politique de santé ambitieuse et inclusive, je dis ça évidemment dans un contexte où nous n'avons toujours pas de stratégie nationale de santé qui a été publiée. Donc, nous souhaitons, et vous ne serez pas surpris, que notre système s'appuie davantage sur les acteurs associatifs engagés dans des actions de santé communautaires pour développer des actions des stratégies de prévention plus près des populations. Là encore, faire confiance aux associations qui connaissent leur communauté, qui connaissent leur public. On ne s'adresse pas à des publics jeunes comme on s'adresse à des publics moins jeunes. On ne s'adresse pas aux femmes comme on s'adresse aux hommes. On ne s'adresse pas aux publics en difficulté ou marginalisés comme on s'adresse à d'autres publics. Les associations savent faire, c'est leur métier. Faisons-leur confiance pour développer des actions et des stratégies d'action communautaire. Réduire les inégalités d'accès aux soins et aux traitements préventifs, bien sûr. Renforcer les mesures de protection en cas de pic épidémique. Typiquement, ça ne coûte pas cher, mais effectivement, quand on a un pic épidémique, et ça a été évidemment constaté à l'époque du Covid, quand on a enfin eu nos masques et qu'on nous les avions portés, ça a fait chuter la propagation d'un certain nombre d'épidémies, de gastro, etc.
Donc, il faut effectivement renouer avec le masque lorsqu'on est dans un pic épidémique pour protéger la population, pour protéger les patients immunodéprimés également. Et ça ne coûte pas cher et ça peut faire économiser un certain nombre de dépenses de santé. Consolider le droit à l'AME. Vous ne serez pas surpris, les associations de patients se rangent du côté de tous les chercheurs et de tous les observateurs de terrain qui savent que si on porte atteinte au panier de soins remboursable des bénéficiaires de l'AME, voire qu'on supprime l'AME ou qu'on la transforme en autre chose, ce sera une catastrophe pour les malades, bien sûr, mais aussi pour nos dépenses publiques, puisque ça donnera lieu à une aggravation forcément des pathologies, voire à des contagions qui pourraient se propager. Et donc, évidemment, tous les observateurs de terrain sérieux, tous les chercheurs sérieux savent qu'on ne doit pas toucher à ce poste de dépense qui représente 0,5% des dépenses de santé en France. Mieux utiliser, je terminerai là-dessus, enfin, sur les propositions, les données de santé, pareil, nous ne sommes pas les seuls à le dire, mais il faut effectivement développer un système de santé mieux piloté par les données, le SNDS, des registres, les données des patients, j'insiste beaucoup là-dessus, et ça me permettra de faire une transition sur ma dernière slide, mais effectivement, la recherche guidée par les patients est fondamentale. C'est aussi l'un des objectifs d'Action Patient, de développer et de recueillir des données issues de l'expérience des patients, de les valoriser au plan scientifique. Nous avons besoin de cette expertise patient pour éclairer des angles morts de la recherche et pour aider notre système de santé à mettre ses efforts là où il y a des besoins. Et on a besoin pour ça de recueillir les données issues de l'expérience des patients. Ça fait le lien avec le deuxième point. Et enfin, bien sûr, généraliser le recueil, l'analyse des données en lien avec les associations de patients. Nous avons besoin effectivement de mieux chaîner des données et de faire parler les données pour faire les choix les plus pertinents en matière de stratégie de santé. Voilà pour le plaidoyer. Pardon, je suis allée assez vite, mais j'avais à cœur de balayer l'ensemble des propositions. Évidemment, elles sont détaillées, certaines sont même chiffrées dans le rapport, donc je vous invite à y jeter un œil et puis éventuellement à le commenter. On sera heureux de prolonger le débat avec certains d'entre vous si vous le souhaitez. Ce plaidoyer, nous l'avons présenté à certains élus. Il a été également présenté à la direction de la sécurité sociale qui s'est montrée intéressée. Donc on voit que ça résonne. Et effectivement, comme Germain le disait, ce qui nous a paru intéressant dans notre démarche, c'est que les associations de patients sont peu attendues sur le thème des économies, sur les sujets médicaux-éco, alors qu'en réalité, depuis très longtemps, elles proposent des mesures d'économie. On les entend, enfin, ces messages sont peu relayés, sont souvent, on donne assez peu la parole aux associations sur ces sujets, mais les idées ne manquent pas, et même des boîtes à outils. Certaines associations sont allées assez loin dans les propositions. Donc, nous sommes prêts à travailler avec les pouvoirs publics, avec la DSS, avec l'assurance maladie, avec la DGOS notamment, pour imaginer la boîte à outils de demain, travailler sur certains axes pour aider notre système à s'en sortir, parce que l'inquiétude, elle est croissante, elle est très importante. Nous sommes tous très inquiets, je pense que nous ne sommes pas les seuls chez Action Patient, nous sommes très inquiets de l'avenir de notre système de santé, des inquiétudes qui sont largement partagées d'ailleurs par la direction de l'assurance maladie. Donc nous avons besoin effectivement de réfléchir collectivement et surtout de réfléchir dans un sens qui nous permet de faire des mesures constructives, de qualité, sans aller au plus simple, parce que le plus simple, bien sûr pour les pouvoirs publics, c'est d'aller chercher dans la poche de ceux qui ne manifesteront jamais, qui n'iront jamais s'enchaîner aux portes du ministère, ce sont les patients. Et c'est ce qui se passe depuis plusieurs mois, c'est que les mesures d'économie les plus simples, les plus immédiates, les plus cash, c'est d'aller taper dans le ticket modérateur et dans le reste à charge des patients. Et ça, c'est pas possible, c'est pas une vraie politique de santé, c'est un échec de faire ça. Et alors qu'il y a des solutions d'économie qui sont à portée de main, qui sont plus ambitieuses, qui sont plus constructives et qui sont surtout plus vertueuses. Donc nous serons opposés et nous continuerons à nous opposer, je pense, de plus en plus fermement sur l'augmentation du reste à charge des patients dans un contexte que nous savons contraint et auquel nous avons envie de contribuer. Nous avons envie de contribuer à la réforme du système de santé. Voilà, j'en termine, pardon, je suis un petit peu longue, mais j'en termine sur une dernière slide. C'est important que je le dise là, que je profite de cette audience. Voilà.
Pour parler de notre projet phare en une slide, et notre projet phare auquel nous réfléchissons, sur lequel Magali, ah ouais, ça y est. Je crois qu'on ne la voyait pas, mais ça y est, elle a. il y a une petite latence. Nous travaillons depuis 2004 sur un projet qui nous engage beaucoup, qui engage beaucoup les bénévoles qui travaillent pour Action Patient, ou même les salariés qui consacrent du temps à l'action du collectif. C'est la mise en place d'un observatoire des paires de chance. Donc, cet observatoire est en cours de mise en œuvre. Un observatoire sur les paires de chance auxquelles sont exposés les patients pris en charge en ville, à l'hôpital et à domicile. Nous mettons en place cet observatoire à travers une étude qualitative qui est en cours, avec des entretiens qui sont en cours, qui sont menés par une sociologue auprès de patients et de soignants, et une enquête quantitative qui va être lancée rapidement, je ne peux pas vous dire exactement quand, mais donc un questionnaire en ligne qui devra mobiliser, tant le sujet est concernant. Nous avons tous, et les patients malades chroniques aussi, bien sûr, fait l'expérience de difficultés d'accès aux soins, de maltraitance non volontaire, bien sûr institutionnelle, dans les établissements de santé, faute de moyens, parce qu'il y a de l'épuisement professionnel du côté des soignants, parce qu'il y a de l'errance diagnostique, et on a besoin de faire la lumière du côté des patients. Il faut faire entendre la parole des patients, des soignants également, pour croiser les points de vue. Et c'est à partir de ces données, j'allais dire de ces data, et éventuellement à partir de la valorisation scientifique de ces données, que nous pensons être plus forts. Action Patient a cette volonté donc de développer ce travail de recherche au service du plaidoyer associatif, interassociatif. Je profite, et j'en termine là, parce que je voudrais vous remercier de votre attention, et je profite parce qu'on a finalement peu l'occasion de s'exprimer aussi publiquement côté Action Patient encore, mais pour remercier l'ensemble des associations membres d'Action Patient, l'ensemble des bénévoles qui donnent de leur temps, des salariés qui sont aussi mis à contribution et qui sont extrêmement soutenants dans la mise en œuvre de ces actions que nous menons avec peu de moyens. Avec beaucoup d'huile de coude, peu de moyens. Ça change parce qu'on a effectivement des soutiens qui nous font confiance, parce que notre action, elle parle, elle résonne aussi avec des objectifs de santé publique et elle converge avec les intérêts de nombreux acteurs en santé. Donc voilà, j'en profite pour les remercier tous ceux qui sont d'ailleurs un certain nombre connectés aujourd'hui. Voilà, merci à vous. Je vais couper le partage d'écran, comme ça on se verra. Et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions si vous en avez. Merci beaucoup. Merci Magali pour cette présentation. Alors effectivement, on va passer aux questions et réponses. Donc tout simplement, je vous invite vous avez la possibilité de lever la main dans votre barre d'outils. Donc vous cliquez sur le bouton lever la main et puis on prendra les questions dans l'ordre de lever des mains. J'ai vu qu'il y avait déjà pas mal de réactions, soit dans le chat, soit des questions dans une partie qui parle de questions et réponses. Qui souhaite prendre la parole pour commencer les questions? Toutes les questions qui sont dans le chat, dans la conversation, vous pouvez prendre la parole, il y en a beaucoup, sur le sujet de l'accès aux soins, sur le sujet de la coordination, sur les DAC, sur les échanges avec France Asso Santé. Alors je vois que nous avons une question d'Olivier. Je te donne la parole. Oui, merci beaucoup. Merci Magali pour cet exposé très complet, qui m'intéresse beaucoup parce que ça fait longtemps qu'en particulier chez NIL, on souhaite de nos voeux une coalition des patients, une coalition des professionnels de santé en particulier, et peut-être pas seulement d'ailleurs, peut-être d'autres acteurs sur lesquels on a soit balayé d'un revers de manche la possibilité qu'ils ont à être des réformateurs du système, soit parce que il y a également une espèce de propension à considérer que le diable est partout et on mange avec le diable avec une cuillère à long manche, comme on dit.
C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un rapport qui est un rapport de volonté de réforme. On est surtout dans un rapport entre acteurs qui a été marqué par de l'opposition souvent et de la controverse entre les acteurs. Pourtant, on avait dans les années 80 avec Aide, on avait réussi à mettre en place un système qui était un système assez, on va dire, communautaire, qui permettait, on va dire, d'associer les forces de chacun, et même celles de l'administration française. Et j'aimerais savoir si cette idée de coalition générale des acteurs, plus loin que le fait de voir descendre du ciel, on va dire, un certain nombre d'oukases ou de prises de position qui ne sont pas toujours tenues, parce qu'il y a aussi ça, quand on voit l'efficacité d'un certain nombre d'administrations, on peut. On a perdu Olivier, non? Ou Oui. c'est moi? Ouais. Oui, on ne t'entend plus, Olivier. Tant qu'on a mis, par exemple, pour avoir des validations de vaccins ou de choses comme ça, c'est pas normal que ces choses-là arrivent. Donc voilà, ma question, c'est surtout celle-là, c'est est-ce qu'il y a une grande volonté de coalition ou est-ce qu'on va continuer à se battre chacun dans son camp, ce qui me semble pas être tout à fait efficace. Alors, nous, Action Patient, notre souhait, c'est déjà de créer et de souder les liens interassociatifs entre les associations de patients. Ce n'est pas rien, parce que 19 associations de patients ne travaillent pas sur les mêmes sujets, on n'a pas toutes les mêmes sensibilités, il y a du débat entre nous, et donc il y a déjà un sujet voilà, de coordination entre nous, il faut qu'on soit plus fort parce qu'il faut qu'on soit plus entendu. Et d'ailleurs, en 2022, lorsqu'on s'est réunis, l'un des constats, ça a été de se dire, mais sommes-nous si mauvais? Pourquoi sommes-nous si peu entendus? Pourquoi sommes-nous si peu invités sur les plateaux télé? Pourquoi on nous tend si peu le micro? Pourquoi on est si peu associés aux décisions qui nous concernent? Sommes-nous si mauvais? Alors, bien sûr, je ne le crois pas. Je ne crois pas qu'on soit mauvais, mais je pense qu'on a effectivement beaucoup à apprendre de l'agressivité du plaidoyer d'autres. Je ne veux, voilà, chacun son style, mais néanmoins, je pense qu'on a effectivement beaucoup à apprendre de ce que font d'autres lobbies, d'autres corporations qui sont autrement organisées, qui sont beaucoup plus puissants que nous, qui ont des relais beaucoup plus puissants que nous. Donc nous, on a déjà, j'ai envie de dire, Olivier, notre sujet, il est déjà presque existentiel. Il faut que nous existions, il faut que nous soyons perçus, il faut que nous soyons bien compris, pas déformé, pas dénigré, pas ridiculisé. Et ça déjà, c'est une bataille, c'est-à-dire, et c'est pour ça que cette bataille-là, on la remportera avec la recherche et les données que nous produirons. Ça, c'est le premier enjeu. Après, nous avons des collaborations, je ne l'ai pas dit, mais les premières communications que nous avons eues, on a quand même eu des relais dans des grands médias avec notre première étude. Nous avons fait des communications avec des collectifs de soignants, le collectif inter-hôpitaux. Donc nous sommes relayés. D'ailleurs, notre souhait n'est pas d'antagoniser les intérêts. Nous ne sommes pas, évidemment, contre les soignants. Nous ne sommes pas contre l'hôpital public. Et évidemment que ce n'est pas du tout le sujet, et c'est même tout le contraire. Bien sûr que nous savons que des conditions de travail à l'hôpital dépendent de la qualité des soins. Donc on a une convergence, on a besoin de travailler avec les soignants. Cela dit, et je le dis parce que j'ai une petite expérience du plaidoyer en santé, que d'autres en ont dans la visio, à un moment donné, il faut se confronter aussi. Il ne faut pas avoir peur du débat, il ne faut pas avoir peur à un moment donné de l'opposition, même si elle est, c'est pénible hein, de s'opposer, d'être dans des climats hostiles, de se faire attaquer, voilà, parfois très injustement. Donc c'est compliqué, mais c'est ça le plaidoyer. Je veux dire, on ne fait pas du plaidoyer en caressant les gens, hein, on fait du plaidoyer aussi en s'affirmant et en s'opposant. Et donc, je pense qu'il ne faut pas avoir peur, même si c'est redoutable, hein, mais quand on parle de chasser les rentes,
Ça fait pas plaisir aux communautés, aux organisations qui sont organisées autour de ces rentes et qui en vivent et qui en vivent depuis des années. Bien sûr, ça fait pas plaisir aux organisations. Mais à un moment donné, il faut le dire, vous voyez? Et quand il y a des manquements, il faut les dénoncer. Et alors ça va mieux quand on n'est pas tout seul, quand il y a la Cour des comptes, quand il y a le l'IGAS, quand il y a la CNAM, la CNAM qui le dit, ça va mieux, bien sûr. Donc moi, la grande coalition. Bien sûr qu'il faut des collaborations, il faut parler en toute intelligence. Il y a des sujets qui peuvent rassembler, mais il y a des sujets qui rassemblent pas. Il y a des sujets qui opposent. Et donc, Bien sûr. il faut le dire. Et je pense que les associations de patients, elles savent le dire. Le problème vient des autres qui ne savent pas écouter ce que disent les associations de patients. Et ça, c'est sans doute en partie de notre faute. Donc, nous sommes aussi groupés pour ça. Voilà. Pardon, j'étais un peu longue dans la réponse. Non, non, mais j'étais long dans ma question. Avant de passer la parole à Bruno Lamotte, d'ailleurs, qu'il faut baisser votre main, je voulais rebondir sur la deuxième partie de la question à Olivier. La question d'Olivier, le sujet justement de chasse des rentes, le fait qu'on n'écoute pas forcément non plus. Il y a un problème de son. Germain, on a un problème de son. Tu as trouvé une gravité dans la voix qui est... Mais on ne comprend pas ce que tu dis. Est-ce que c'est revenu? Pardon, on n'a pas compris, Germain, la question. Non, ma question, elle était simple. C'était en fait Je la comprends toujours pas, la question. Non, c'est pas qu'on la comprend pas, c'est qu'on ne l'entend pas, en fait, la question. alors. Il y a un problème de micro, je pense que tu as un problème de micro. Est-ce que là, vous m'entendez? Ah oui. Ah bah oui, c'est mieux, oui. Ok, pardon. Voilà. Donc ma question, c'était une question relativement simple, c'est la question des freins au changement. Qu'est-ce qui fait, peut-être en dehors d'une forme de corporatisme ou de conservatisme qu'a évoqué Olivier, qu'il y a autant de freins au changement et qu'on n'écoute pas aujourd'hui autant les patients qu'on devrait le faire? La première des raisons, c'est l'existence des rentes. Donc, pourquoi il y a la résistance au changement? Nous, on les appelle les militants du statu quo. Pourquoi on a des militants du statu quo? Parce qu'il y a des intérêts à défendre. Voilà. Ça, c'est la première des raisons. C'est-à-dire que changer, réformer un système, de tarification des actes, aller vers de la rémunération à la qualité, accompagner la montée en charge des IPA, réguler l'installation des médecins sur le territoire, tout ça nécessite ça nécessite du courage politique. C'est très étonnant de dire ça, c'est même assez choquant, mais pourquoi il faut du courage politique pour mieux organiser les soins en France? On est quand même obligé de parler de courage politique. Nous, on a fait un post là récemment pour saluer la réintégration de l'article 1 de la PPL Garot sur l'autorisation de l'installation des médecins par les agences régionales de santé. On a dit bravo aux élus pour leur courage. Parce qu'il faut du courage, parce qu'en réalité, en face de nous, on a des corps constitués qui sont extrêmement puissants, qui déstabilisent, qui sont prêts à tout, qui ferment leur cabinet, qui font pression sur le système. Pourquoi? Parce qu'il y a des intérêts à défendre. Et ces intérêts ne sont pas convergents ni avec ceux des patients, pas toujours, loin s'en faut, convergents avec l'intérêt des patients et convergents avec l'intérêt de l'assurance maladie. Donc oui, la première des raisons, c'est cela. La deuxième des raisons, elle est aussi culturelle, c'est-à-dire qu'on prend tous, et les patients aussi, on prend tous des habitudes dans la santé, et que c'est compliqué d'accompagner du changement culturel dans les pratiques des uns et des autres ou dans les habitudes des uns et des autres. C'est pour ça que la recherche, elle est intéressante. Pourquoi les gens font ce qu'ils font? Personne ne se lève le matin, comme disait une collègue de la mission Borne à laquelle j'ai participé, se lève le matin pour dire qu'est-ce que je vais pouvoir inventer pour mal soigner ou maltraiter mes patients ce matin. Sauf perversité extrême, ça ne se passe pas comme ça. Mais en fait, il y a un enchaînement de pratiques, d'habitudes, de problèmes dans les processus qui aboutissent finalement à des problèmes de qualité de prise en charge. Pourquoi les gens font ce qu'ils font? La recherche doit nous aider à accompagner les acteurs à mieux travailler et à mieux gérer leur maladie.
Donc, c'est comme ça qu'on lèvera les freins. Donc, je pense que oui, il faut de la régulation, donc du courage politique, et il faut accompagner les malades. Accompagner les malades à éventuellement changer leurs pratiques, à aller vers plus de santé publique, vers plus de protection individuelle, plus de protection collective, je pense notamment à la vaccination. Mais ça s'accompagne, je veux dire, ça s'accompagne et c'est un investissement. Je veux dire, on ne peut pas continuer à faire sans, à, à- 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 à être si économe sur l'accompagnement et le TP des patients, alors que notre pays compte 20 millions de personnes malades chroniques. Je veux dire, ce n'est plus possible. Bruno Lamotte, je vous donne la parole. Vous pouvez rallumer votre caméra Merci et beaucoup. poser votre question. Merci beaucoup. Et surtout, merci beaucoup à Magali pour la présentation et pour l'animation du collectif Action Patient qui lui prend beaucoup de temps et qu'elle anime avec passion et talent. Peut-être effectivement que dans les pistes aussi de réponse à la question sur pourquoi ça ne change pas et pourquoi finalement il y a tant de pesanteur, il y a aussi le fait que finalement on s'y prend très tard et qu'aujourd'hui on a des marges de manœuvre qui sont faibles et peut-être aussi qu'on n'a pas de culture d'évaluation finalement des dispositifs existants. On n'a pas non plus une vraie culture de la lutte contre les mauvaises pratiques et la fraude. Magali l'a rappelé, hein, aujourd'hui, les pratiques dites déviantes ou divergentes, finalement, elles sont nombreuses, elles coûtent beaucoup d'argent et on a peur de les affronter. On a peur de les affronter parce que finalement, derrière chaque niche, il y a un chien qui dort et que finalement, on a peur aussi de ça. Et Magali l'a rappelé, hein, aujourd'hui, finalement, on est dans une culture de l'affrontement de corporatisme. Quand à la fin de l'année, les biologistes médicaux, et je n'ai rien contre les biologistes médicaux, négociaient avec l'assurance maladie, ils ont décidé d'un shutdown si l'assurance maladie ne cédait pas à leurs revendications et l'assurance maladie a été obligée de céder à l'intégralité de leurs revendications à tous les mois de manière provisoire. Ça pose évidemment de gros problèmes. Et dans le chat, on a beaucoup parlé de prévention, mais où est l'évaluation des politiques de prévention d'aujourd'hui? Ce qu'on dit aussi, et Magali l'a dit, hein, c'est que finalement, la prévention communautaire et l'action communautaire, aujourd'hui, sont très désinvestis. Aujourd'hui, on préfère finalement avoir de grands organismes qui font de grandes campagnes, qui vont promouvoir surtout des gestes individuels qui ne coûte pas grand-chose au pouvoir public, sans agir sur de vrais déterminants de santé, sur de vrais déterminants, y compris de lutte contre les inégalités sociales. C'est aussi, à mon avis, une des pistes de travail, et c'est pour ça que la voix des patients, elle est importante, parce que, comme le dit Magali, on a vraiment là-dessus une expérience de terrain, et elle est extrêmement importante. Magali, une réaction sur ce sujet des campagnes de prévention qui soient mieux ciblées, plus efficaces, plus proches du terrain? Oui, oui, bien sûr, ma réaction, elle va dans ce sens. Bien sûr qu'il faut de la prévention, il ne faut pas n'importe quelle prévention, il faut aussi choisir les acteurs de la prévention. Les associations de patients, et là, toutes ont du savoir-faire pour, je l'ai dit, hein, pour sensibiliser leur communauté, les informer, les accompagner. Donc là encore, la prévention utile, c'est de la prévention qui touche son public, qui rencontre son public. Et donc ça se travaille. Ça aussi, c'est une science. Voilà, toucher les populations, encore une fois, l'adaptation des messages. On ne peut pas s'adresser à des personnes en situation d'immense précarité comme on s'adresse à des personnes qui sont dans des situations CSP+. Voilà. Donc ça se travaille, c'est fin la prévention. C'est très fin, c'est très communautaire, hein. D'autres pays ont largement développé les actions de santé communautaire. Certaines associations ont ce savoir-faire. Je pense à AIDE, à d'autres hein, qui développent des actions de santé communautaire qui ont fait leurs preuves. Donc oui, c'est fin, oui, c'est fastidieux, et oui, l'État ne peut pas tout faire.
Donc, qui sont les meilleurs acteurs? Parmi les meilleurs acteurs de la prévention, ce sont les associations de patients. Aujourd'hui, ont-elles les moyens de développer la prévention, l'accompagnement des patients, l'éducation thérapeutique des patients? Non, elles n'ont pas les moyens. Donc, ça veut dire que c'est un renoncement, en fait, à faire appel à ceux qui savent, à ceux qui sont légitimes, qui sont entendus, qui sont crédités d'un très fort coefficient de confiance de la part des patients. Par définition, ce sont leurs associations. Elles co-construisent toutes les assos, et c'est le propre des associations de patients. Elles co-construisent tout avec leurs adhérents, avec leurs bénévoles. Euh, c'est à elles qu'il faut faire confiance, c'est à elles qu'il faut donner les moyens. Je ne dis pas qu'elles sont exclusives des autres acteurs de la prévention, bien sûr, mais je suis frappée de voir qu'on a des associations de patients qui existent depuis longtemps, dont le travail est payant, qui sont en très grande précarité financière aujourd'hui et qui n'ont plus les moyens de mener à bien ces actions-là. Qu'est-ce qu'on veut? On veut une société malade, on veut une société qui va taper sur les personnes malades, parce que c'est ce qui est en train de se passer. Et le risque, c'est que demain, avec la grande saignée qu'on nous promet, parce que bien sûr, la branche maladie ne va pas échapper, hein, 40 milliards d'euros d'économies à faire. On sait bien que le poids des dépenses de santé va effectivement compter dans ces arbitrages. J'ai hâte de voir, mais je suis très inquiète. Est-ce que les patients vont continuer à pouvoir accéder aux meilleurs traitements les plus innovants, les plus pertinents pour eux demain? Pas sûr. Quid de transfert de charges vers des complémentaires santé, donc augmentation du reste à charge? On verra. Mais je n'entends pas encore, je n'ai pas la vision, et nous n'avons pas la vision des pouvoirs publics aujourd'hui, qui consiste à développer et à soutenir la prévention des pathologies chroniques. Je ne vois pas non plus la grande réforme qu'on nous promet pour réguler les pratiques professionnelles à l'hôpital et en ville. Donc, c'est inquiétant. C'est inquiétant. Merci beaucoup. Je donne la parole à Béatrice Mbark. Vous pouvez poser votre question. Merci beaucoup Magali, super intervention. Je suis très intéressée par ce qui est dit ce matin et aussi inquiète. Et c'était juste pour partager un peu mon petit mot que j'ai mis. C'est parce que surtout en ce moment, je travaille avec des professionnels de ville. Et c'est vrai que l'intégration de la parole des patients, enfin en tout cas l'écoute de l'expérience patient est très difficile en ville. Il y a vraiment encore une culture verticale de la médecine qui n'encourage pas à faire ce pas. Il y a beaucoup de choses qui sont faites, hein, attention, voilà, ça avance, mais vraiment à très petits pas au regard de ce qui a été présenté ce matin et des risques justement sur cette réforme. Les 40 milliards, c'est extrêmement impressionnant, sachant que dans les maladies rénales, franchement, ce serait vraiment inutile, je pense, de faire encore plus de mal aux patients. Donc, merci en tout cas pour ce plaidoyer. Merci pour cette présentation. Puis j'espère qu'il y a des choses qui vont en sortir. Mais aujourd'hui, sur le terrain, je trouve que c'est très difficile d'envisager positivement, en tout cas, l'écoute des patients, l'écoute de l'expérience patient. Il y a un énorme travail à faire et j'espère que les pouvoirs publics vont s'emparer de ça, même s'il y a des choses qui sont mises en place. Je pense que ce n'est pas suffisant non plus. Donc, merci et voilà. Donc, je suis de tout cœur avec vous, évidemment. Merci Béatrice. On avait dans le chat une question qui était vraiment intéressante de la part de Dominique Zamponi. Je ne sais pas si vous souhaitez prendre la parole pour la poser. C'était une question sur l'amélioration de la coordination et le rôle des DAC, les dispositifs d'appui à la coordination, qui peuvent avoir aussi un rôle d'observatoire des ruptures dans les parcours qui sont en cause dans les pertes de chance. Donc, est-ce qu'il y a un travail de collaboration avec les DAC de votre côté qui est envisagé? Et une question sur l'exercice coordonné, notamment les maisons de santé pluriprofessionnelles qui permettent d'améliorer la qualité des soins et d'augmenter la file active des médecins traitants et qui peuvent porter des organisations innovantes organisationnelles. Alors, nous n'avons pas de collaboration avec les DAC pour le moment, mais ça pourrait changer. Les MSP ou même centres de santé, on n'a pas de collaboration formelle avec les organisations pour le moment.
Mais ce qu'on souhaite faire là, dans le cadre de l'Observatoire des paires de chance, dont j'ai parlé à la fin, c'est vraiment un travail de recherche et on commence par ce travail d'entretien donc des entretiens menés par une sociologue qui va effectivement interviewer des soignants. Notamment, on a prévu d'interviewer une trentaine de personnes, et une quinzaine parmi ces 30 personnes, une quinzaine de soignants, et des soignants qui travaillent dans des structures de coordination ou dans des type MSP ou des réseaux de coordination. Donc oui, hein, bien sûr. En tout cas, merci pour la question. Je pense que ça, je cherche pas à y répondre directement parce que je peux pas vous répondre directement, mais voilà, je retiens l'idée et je pense que ça peut être effectivement intéressant de se rapprocher des DAC. C'est une très bonne suggestion. D'ailleurs, s'ils nous entendent aujourd'hui, eh bien, voilà, on peut se parler. Et de toute manière, on peut se parler. Enfin, on peut parler avec toutes les organisations professionnelles aussi qui comprennent le sens de notre action, de notre plaidoyer, de notre recherche. Et donc, oui, bien sûr. Donc, je prends le point, comme on dit. Olivier? Oui, j'ai deux questions. La première, c'est est-ce que dans l'Observatoire de la perte de chance, on a en particulier une rubrique? Ah, On t'a perdu, Olivier. Je pense que Olivier voulait poser la question des thématiques. Est-ce qu'il y a des, enfin, je reformule un peu sa question, je suis pas sûr que ce soit ça, mais est-ce qu'il y a des Vous thématiques m'entendez? particulières qui seront étudiées dans le cadre de l'Observatoire des paires de chance? Oui, on t'entend à nouveau, Olivier. Oui. En fin de compte, ce qui m'intéressait, c'était de savoir, est-ce qu'il y a une rubrique dans l'Observatoire de la perte de chance qui concerne l'évaluation des produits de santé, la mise en place des politiques de santé publique en particulier, parce qu'on entend parler depuis très très longtemps, on ne voit rien arriver. Quand on voit, je parlais de la politique vaccinale tout à l'heure, un certain nombre de vaccins qui fournissent des chiffres en septembre et n'ont leur évaluation qu'aujourd'hui. Les actes, ça fonctionne pas. Donc, cette question-là, pour moi, elle est intrinsèque au système de santé. Et je pense qu'il faudrait que les patients s'en occupent parce que les patients espagnols, les patients italiens sont, en ce qui concerne l'accès à un certain nombre d'innovations thérapeutiques, sont en avance sur nous en France, ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans. Ça, c'est ma première question. La deuxième question, c'est, il y a un acteur qui est toujours oublié, qu'on voit de manière un peu périphérique, qui est celui des élus locaux, et par là même, d'ailleurs, la question de la décentralisation du système. Et j'aimerais savoir comment Action Patient peut travailler avec les élus locaux pour faire en sorte justement qu'on puisse, au niveau des territoires, apporter une réponse qui soit une réponse rapide, une réponse efficiente, sur laquelle il sera facile de faire de la recherche, alors que quand on lance une étude sur 32 CHU, c'est quand même pas tout à fait simple. Et donc voilà mes deux questions. Les élus locaux et puis perte de chance et évaluation des produits de santé. Alors rapidement, sur la première question au sujet de l'Observatoire des pertes de chance et des produits de santé. Très clairement, nous avons fait le choix d'écarter le sujet des produits de santé dans notre observatoire. C'est-à-dire que, bien sûr, on n'empêchera pas les personnes qui participeront à cette étude de dire et de raconter leurs difficultés qui seront peut-être liées à des problèmes d'accès à des problèmes d'accès à des médicaments innovants, voilà. Mais nos questions ne porteront pas spécifiquement là-dessus. Pourquoi? C'est un choix, c'est un parti pris. Il y a plusieurs raisons. La première, c'est que le sujet des produits de santé, c'est vraiment un problème dans le problème.
avec des problèmes d'approvisionnement, des problèmes de prix, des problèmes d'accès au marché, de blocus au CEPS. Enfin, on a vraiment des sujets qui sont très complexes, qui sont très importants, bien sûr, hein, qui sont prégnants. Mais on a fait le choix de l'écarter parce que ça ouvrirait tout un chapitre qui est un peu dont l'analyse serait totalement différente de notre point de vue, hein, selon notre hypothèse, de l'analyse de la qualité de la prise en charge au sens, voilà, comment sont pris en charge les patients par leurs soignants. C'est ça qui nous intéresse, ou par les structures qui les prennent en charge. Comment ils sont pris en charge, comment ils sont soignés, les problèmes de coordination, on l'a dit, de l'errance, les problèmes liés à la maltraitance, des problèmes liés au retard de soins. Enfin, voilà, c'est ça qui nous intéresse. Je ne dis pas que le reste ne nous intéresse pas, mais la deuxième raison, c'est que le sujet des produits de santé est largement couvert par France Asso Santé, qui a déjà engagé voilà, beaucoup de moyens, qui se positionne, qui fait des études, qui a des ressources, hein, des ressources sur le sujet du médicament, enfin des produits de santé en général, qui produit un plaidoyer depuis longtemps sur le médicament, qui a une expertise. France Asso Santé, par ailleurs, est représentée dans les groupes de travail, de nombreux groupes de travail institutionnels, a cette expertise et cette légitimité. Et donc, dans un souci, j'ai vu que la question avait été aussi posée au sujet de France Asso Santé. Bien sûr que nous discutons avec France Asso Santé. France Asso Santé n'avait pas, parmi ses orientations stratégiques, le souhait de mettre en place l'observatoire tel que nous l'envisageons. Donc, il n'y a pas de concurrence avec France Asso Santé. Il y a une complémentarité des actions. Et donc, voilà, France Asso Santé travail sur les produits de santé. Nous, on fait un travail qui est un peu différent, et donc on a fait ce choix-là. Deuxième point au sujet, pardon, Olivier, j'ai perdu le point. Ton deuxième point. La place le rôle des élus locaux. Ah oui, le rôle des élus locaux. Là, c'est un peu ce qu'on est en train de faire avec notre plaidoyer, c'est-à-dire qu'on a sollicité voilà, plusieurs dizaines de parlementaires, à commencer par les membres des commissions des affaires sociales de l'Assemblée nationale et du Sénat. On a plusieurs rendez-vous. Bon, je ne vous cache pas que c'est compliqué. Je regarde mes collègues Charlotte et Bruno, mais aussi d'autres. Voilà, caler les rendez-vous avec les élus, c'est compliqué parce que ça se reporte, ça se reporte, ça ne se replanifie pas. Enfin bon, c'est compliqué, mais néanmoins, voilà, ils ont été sollicités. Oui, tu as raison, Olivier. Alors, je ne sais pas si c'est à relier avec la décentralisation. Néanmoins, c'est vrai que quand on parle d'accès aux soins, d'inégalité d'accès aux soins, c'est des sujets qui animent les élus locaux parce que dans leur circonscription, ils sont souvent interpellés par des personnes, des citoyens sur ces sujets-là. Je vous l'ai dit, c'est une obsession. La santé, c'est parmi les plus grandes priorités des Français. Donc évidemment que les élus sont sollicités par les citoyens dans leur circonscription. Donc oui, il y a un sujet. Du coup, il y a aussi, je vais un peu plus loin, il y a aussi un sujet à travailler avec les médias locaux, hein, la presse quotidienne régionale. On ne le fait pas assez, il faut qu'on le fasse pour être plus audible aussi sur les territoires au plus près des patients. Donc là, on va, je l'espère bientôt, être accompagné par un professionnel aussi des relations presse, voilà, pour nous aider à mieux faire entendre notre action, notre plaidoyer dans les territoires. C'est important, oui. Pour tous ces sujets-là, ce sont des sujets de territoire, hein, tu as raison. Donc, sans doute qu'à la faveur de notre observatoire des paires de chance, on aura l'opportunité de développer une communication régionalisée aussi. Laurence Parrain, vous pouvez allumer votre micro et poser votre question. Oui, bonjour. Donc moi, je suis Laurence Parrain. Je suis directrice dans les Hauts-de-Seine. Je suis par ailleurs gestionnaire de centres de santé municipaux, deux centres de santé municipaux, dont un dans un quartier très populaire. Je fais aussi partie de la Fédération nationale des centres de santé. Juste pour vous dire que nous avons dénoncé l'accord national qui ne correspond plus du tout à nos pratiques. Nous travaillons, nous, en équipe pluriprofessionnelle coordonnée autour du patient. Et nous participons beaucoup à la prévention. On relaie les journées nationales, on fait
beaucoup de prévention autour du patient. Et on a surtout travaillé sur la mise en place d'un forfait à la capitation, parce que l'acte ne correspond pas du tout à la façon de travailler dans les centres de santé. Du coup, on a quand même, ça s'appelle donc PEPS. Voilà, et donc on a prouvé avec cette mise en place, hein, il y a 15 centres de santé qui s'y sont collés, et on a prouvé qu'en fait, ça coûtait beaucoup moins cher à la sécurité sociale, que la qualité des soins était présente, voire même mieux assurée, la pertinence des soins et le juste soin aussi. Donc, jusqu'alors, notre accord national reposait sur la simple transposition des accords conventionnels interprofessionnels monocatégoriels. Et du coup, et le paiement à l'acte, donc par conséquent, tout ce qui allait aux médecins libéraux, nous, alors beaucoup plus tard, hein, mais arrivait jusqu'au centre de santé. Et nous, aujourd'hui, ce qu'on veut, on est en train d'écrire notre propre plaidoyer. Et il va être comme le vôtre, un peu punchy. Et il correspond beaucoup à tout ce que vous venez de présenter. Et on serait heureux de pouvoir participer à votre observatoire de perte de chance. Donc, si vous souhaitez interviewer des professionnels de santé autour de la forfaitisation, de la coordination, de la prévention, du juste soin, on serait heureux de pouvoir vous répondre. C'est ce qu'on va. Donc, les négociations vont être ouvertes, hein. On a eu la lettre de la sécurité sociale. Ils ne sont pas très contents. Mais bon, c'est comme ça. Donc, et on va donc parler coordination, prévention, tiers payant, parce qu'il y a aussi sur la prise en charge et l'accès aux soins, il y a tout un pan de traitement des inégalités sociales. Et puis, qu'on assure, nous, par le biais des passes de ville et des choses comme ça aujourd'hui, mais qui ne sont pas financées convenablement. Voilà, donc on va retravailler cet accord national. Et ben voilà, donc nous, on est partant pour répondre à vos questions sur pour pouvoir alimenter votre observatoire, puisqu'on a quand même quelques chiffres, même si nous, on court aussi après les datas, c'est très compliqué, hein, avec nos éditeurs informatiques d'avoir des données, mais on travaille avec eux et on va y arriver, on va y arriver. On va produire des données. Pour être crédible, il faut produire des données. Voilà, donc c'était juste pour vous dire que si vous souhaitez contacter la Fédération nationale des centres de santé, il n'y a pas de problème. J'en parlerai à la présidente et moi, je fais partie du bureau. Et voilà, donc juste aussi pour vous dire que on travaille, nous, avec des élus locaux. La FNCS, la Fédération nationale des centres de santé, elle a un institut de recherche qui s'appelle l'IJFR. Elle a participé à un institut de recherche qui s'appelle l'IJFR. Elle participe à la mise en place de formations spécifiques des équipes coordonnées de soins en soins primaires par la formation des coordinateurs PACT, ça s'appelle, avec l'école de santé publique et la haute école de santé publique et la FNCS. On a aussi une fédération nationale de formation des centres de santé où on forme les professionnels de la santé, des centres de santé. Et puis aussi, on a une association qui s'appelle la Fabrique des centres de santé et on accompagne les élus locaux dans la création et le portage de projets sur leur territoire de structures coordonnées parce que les MSP sont parfois vides. Et donc, du coup, on retravaille avec eux la possibilité de mettre en place de l'accès aux soins salariés, parce qu'aujourd'hui, ça fait aussi partie des éléments qu'il faut prendre en compte, puisque les jeunes professionnels vont de plus en plus vers le salariat de ville, hospitalier, oui, mais de ville aussi. Donc voilà, donc on serait content de pouvoir participer à vos travaux, si vous en avez envie. Voilà. Et merci beaucoup et hâte de lire votre livre blanc ou votre document de plaidoyer. On a déjà contacté, hein, il y a un petit moment, mais la Fédération des centres de santé, on n'a pas eu de retour pour tout vous dire, mais peut-être qu'on n'avait pas activé le bon contact. Donc je reviendrai, je vous remercie pour votre proposition.
Moi, je leur en parlerai. Je leur dirai que vous allez les contacter. Ça marche. Merci beaucoup. Charlotte Roffien. Oui, bonjour. Alors, j'ai 3 points. Je vais donc essayer d'être très bref sur chacun d'entre eux. Donc, le premier, c'est que Action Peut-être Charlotte, Passion reste... pardon. Ouais, Charlotte, peut-être Oui, juste dire qui tu es, d'où tu viens, comme ça, je pense que donc c'est hyper je important. suis Charlotte Rofian et je suis chargée du plaidoyer pour l'association ELI, qui est une association de patients touchés par les lymphomes et qui est cofondatrice d'Action Patient. Et donc, j'en profite pour remercier Magali pour le travail qu'elle fait pour cette association désormais. Ce collectif qui est devenu une association, mais qui reste un collectif dans l'âme et dans les modalités d'action et de gouvernance. Ce que je voulais dire, c'est qu'on reste un petit club pour l'instant, et notamment en termes de moyens financiers. Ce qui veut dire que effectivement, les élus locaux sont des acteurs très importants, mais on est obligé de procéder par priorité. Et que évidemment, quand on en aura les moyens, on étendra aussi le champ de nos actions le plus possible au niveau local. Mais pour l'instant, ça reste aussi compliqué, sachant que chacun d'entre nous, même ceux qui sont professionnels comme Magali, comme moi, c'est un engagement militant quand même, en grande partie. Le bénévolat se mêle toujours à l'activité professionnelle. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point sur lequel je voulais insister, Magali l'a dit à plusieurs reprises, mais je pense que c'est un point très, très important, donc j'insiste à nouveau. On travaille dans un objectif de collaboration avec tous les acteurs, que ce soit évidemment les professionnels de santé, mais également toutes les organisations de représentation des usagers. L'idée, c'est que la montagne qu'on a en face de nous est qu'il faut qu'on unisse nos forces pour essayer de faire des propositions et d'arriver à des solutions qui soient les meilleures possibles pour tout le monde et surtout, évidemment, pour les patients in fine. Voilà, même si on peut avoir avec les uns et les autres des intérêts parfois divergents, mais l'esprit dans lequel on travaille est véritablement un esprit de collaboration horizontale. Et le troisième point, alors ça, je m'exprime à titre absolument personnel, puisque, comme l'a dit Magali, Action Patient a décidé de ne pas aller sur le champ du médicament, mais il se trouve que c'est un domaine que je connais assez bien par ailleurs, et donc le médicament n'est pas un domaine qui est exclu du champ des rentes, notamment dans les médicaments innovants. Donc voilà, elle a très bien expliqué les raisons pour lesquelles on ne s'est pas engagé sur ce terrain-là. Mais bien évidemment, on est dans une période dans laquelle chacun devra faire des efforts et les rentes doivent être analysées, de mon point de vue personnel, à 360 degrés. Voilà, merci. Magali, peut-être une réaction sur ces 3 commentaires ou... Ah non, je n'ai pas de réaction. Bien sûr, je suis complètement alignée avec ce que Charlotte vient de dire, évidemment. Charlotte est un membre actif d'Action Patient, très, très engagé. Donc non, on est parfaitement alignés. Merci Charlotte pour ces compléments. Merci beaucoup. Dany Aubanel, vous pouvez poser votre question. Alors, votre micro est coupé, on ne vous entend pas. Bonjour, Voilà. je suis aussi membre d'une association qui est membre d'Action Patient, qui s'appelle CARE, et je voudrais faire quelques remarques parce que nous parlons toujours en généralité sur le déficit du régime général. Mais même dans le régime général, je voudrais parler du cas spécial et historiquement plus favorable de l'Alsace. Eh bien, en Alsace,
les prestations sont meilleures et néanmoins, leurs comptes sont dans l'ensemble toujours équilibrés. Pourquoi? Ils ont les mêmes médecins, ils ont des Français, et pourtant leurs comptes sont équilibrés. Nous devrions peut-être aller prendre, enfin nous, quand je dis nous, c'est le régime général et nos élus, devraient peut-être se demander pourquoi en Alsace, le système tel qu'il est actuellement donne pas le même déficit que notre régime général. En plus, nous parlons aussi du régime général, mais vous savez qu'en France, nous avons pratiquement une trentaine de régimes différents pour couvrir les Français. Tout le monde n'appartient pas au régime général, tant s'en faut. Et dans ces régimes, il y en a qui sont eux aussi équilibrés. Et pourtant, ils ont le même nombre de malades, les gens cotisent de la même façon, ils sont soignés par le même système de soins. Et néanmoins, pourquoi se fait-il que les régimes sont équilibrés? Je pense qu'il y a beaucoup de questions à poser à nos concitoyens, quels qu'ils soient, de tous ordres, qu'ils soient les soignants ou qu'ils soient les malades. On doit souvent balayer devant sa propre porte, quelle que soit la catégorie dans laquelle on est. Et puis quand on fait partie d'une catégorie qui est soignant, mais qui demain matin peut se retrouver devenir malade, patient, eh bien on peut aussi avoir une double vision de la situation. Ça, c'est une question pour laquelle il faut le courage politique pour la poser. Et c'est un courage qu'actuellement, dans ce que je vois, que ce soit dans notre Assemblée nationale ou bien dans nos élus locaux moins, mais enfin ils ont moins de pouvoir, c'est une question qu'on ne se pose pas malheureusement. Le système a été créé pour s'adresser à des gens qui avaient un sens aigu du civisme et ce sens a malheureusement disparu. Et quand ça ne va pas bien, mais même les patients, ils n'hésitent pas à faire des violences extrêmes, même contre leurs patients. C'est devenu une des réponses à des difficultés. Donc, au-delà de ce travail remarquable fait par Magali et qui pose des vraies questions et trouve des solutions simples, mais qu'il faut appliquer avec courage, je crois que nous avons aussi à nous regarder bien en face et nous devrions y réfléchir beaucoup plus. Et des solutions, tout le monde essaie d'en trouver. La Fédération des centres de santé a certainement, elle aussi, des très bonnes solutions à proposer. Donc, collaborons, mais n'oublions pas que nous, Français, nous sommes les propres acteurs de ce que nous voulons. Et ça, je crois que c'est un message un peu difficile, mais qu'il faudra peut-être bien entendre. Voilà, c'était mon simple commentaire. Magali, est-ce que le fait d'aller regarder plus précisément le régime d'Alsace-Moselle et ses modalités de financement, qui je crois Oui, reposent sur le on travail. on le connaît, oui, on le connaît, le régime d'Alsace-Moselle. En fait, ce régime ne peut pas être déficitaire. Donc, ça veut dire que soit il est ajusté avec une augmentation des recettes, des cotisations, soit il est ajusté avec une baisse des remboursements. Il ne peut pas être déficitaire. Donc c'est comme ça, c'est effectivement une spécificité. Et puis du coup, les soins sont organisés différemment puisque voilà. Donc je pense que oui, pourquoi pas, ça se regarde. De toute manière, tout va se regarder. Hein. Là, je pense que tout va se regarder. Je ne sais pas exactement comment ça se passe là dans les directions centrales, mais je pense que ça doit être un petit peu l'affolement général quand même. Donc tout va se regarder. Et peut-être pardon, je fais juste une petite digression, mais pour revenir aussi sur ce que Bruno disait tout à l'heure, on a pas mal parlé dans la présentation des recommandations de bonnes pratiques. On pourrait parler de la fraude. Hein. La fraude, c'est quand même un vrai sujet. J'ai participé récemment à un travail, un atelier autour du transport sanitaire.
les professionnels de santé sérieux, eux-mêmes, savent que leur secteur est gangréné par la fraude. Donc là, de la même façon, hein, je veux dire, le discours est le même, c'est-à-dire qu'avant d'aller taper là où c'est facile de taper, c'est-à-dire dans la poche des patients, allons jusqu'au bout de la démarche de lutte contre la fraude. Je ne dis pas que ce sera suffisant, je ne dis pas que c'est l'alpha et l'oméga d'une politique de santé, je ne dis pas ça, d'une stratégie nationale de santé, mais il faut aller les chercher, ces fraudes-là. Et elles sont massives, elles sont systémiques, elles sont organisées. Donc, voilà, je cite les transporteurs sanitaires, ce ne sont pas les seuls, bien sûr. Bien sûr, mais je le redis quand même, mais l'immense majorité de la fraude à l'assurance maladie est le fait des professionnels de santé, pas des assurés sociaux, même si ça existe et que ça doit être absolument combattu. Évidemment, on ne peut qu'y souscrire, mais voilà, qui sont les gros fraudeurs? Ce sont des organisations, ce sont des bandes organisées, parfois même. Voilà, donc, et c'est ça qu'il faut démanteler. Mais pour ça, il faut staffer l'assurance maladie. Enfin, l'assurance maladie consacre un certain nombre de ressources. Peut-être que l'intelligence artificielle aussi va aider et soutenir l'action de l'assurance maladie de traque de la fraude. Donc, oui, allons chercher aussi ces rentes les plus malsaines parmi les malsaines. Voilà, évidemment. Enfin, c'est vraiment une insiste parce que je ne l'avais pas dit, peu insister là-dessus. Et je le regrette, j'aurais dû le faire beaucoup plus tôt dans la présentation. Merci beaucoup. Richard Zarzavadjian. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je suis moi journaliste à France 2 et pour rien vous cacher, Magali, je connaissais votre nom, mais j'ignorais que vous étiez aussi exhaustive, brillante, piquante aussi sur le système de santé. Moi, j'ai des questions très pratiques. Premièrement, pourquoi ne pas créer une méga fédération des consommateurs en santé, et qui serait véritablement un levier vis-à-vis des autorités? On a l'impression que voilà, chacun fait de son côté, même si vous êtes très proche de l'association dont vous avez parlé. Chacun fait un peu de son côté, et je trouve ça dommage parce que vous êtes un pouvoir un peu très fort. Ça, c'est une première chose. Alors, vous nous avez expliqué que prochainement, vous aurez un service de presse média. Ça me paraît incontournable, parce que si vous voulez, malheureusement, vous êtes sûrement quelqu'un qui travaillait beaucoup, mais il faut le savoir-faire aussi et le faire savoir. Et malheureusement, dans notre monde, si on ne voit pas les choses, si on ne parle pas des choses, on a le sentiment qu'elles n'existent pas. Et au-delà de ça, on parlait tout de suite de l'Alsace, mais moi je voudrais parler, et c'est là que la fédération que vous pourriez créer, cette fédération pourrait avoir aussi une action dans différents départements, et je pense au DOM-TOM. Je connais bien la Guadeloupe, et notamment j'ai écrit un livre avec Anne-Sophie Joly sur la discrimination de l'obésité, et on s'aperçoit que là-bas, il y a 2 poids, 2 mesures, c'est-à-dire que le texte de l'assurance maladie a un libre et égal accès aux soins pour tous, ça n'existe pas en Guadeloupe. Et donc, j'ai le sentiment que vous auriez un rôle là aussi très important, et on pourrait trouver d'autres exemples. Donc, voilà, ma remarque, c'était ça, mes questions, c'était ça. Et moi, j'aimerais bien, à l'occasion, qu'on en discute hors antenne, comme on dit, pour voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire et comment on médiatiser. Mais je pense qu'il faut toucher les gens, toucher les publics décideurs, et il faut faire du buzz. Malheureusement, c'est comme ça que ça marche, et derrière, pouvoir communiquer sur les contenus. Voilà, c'est un peu ma remarque, et bravo pour votre exposé, c'était vraiment passionnant, et presque trop large. Voilà, il y avait tellement de choses qu'on aurait pu faire, et j'invite les organisateurs, Olivier, c'est de faire pour chaque thème un café Nil. Merci Richard. Il nous reste peu de temps, mais pour vous répondre, vous avez dit des choses importantes là dans votre intervention. La grande fédération dont vous parlez, elle existe en fait. Elle s'appelle France Asso Santé. Elle réunit plusieurs dizaines d'associations de patients, de consommateurs, de familles, de personnes en situation de handicap, de personnes âgées. Donc, elle existe, cette fédération. Elle est d'ailleurs financée en très, très, très grande partie, 98% de ces financements viennent de fonds publics.
et nous nous sommes battus. Hein. Moi, je viens de cette fédération, je viens de ce qui l'a précédé, c'est-à-dire le collectif interassociatif sur la santé. Et on s'est beaucoup, autour de la visio, on était nombreux à se battre pour que justement France Asso Santé puisse disposer d'une sécurité financière pour mener à bien ces actions. Ces actions sont aussi localisées, puisqu'il y a des fédérations, enfin il y a des unions régionales. Donc dans chaque région, il y a des unions régionales de France Asso Santé. Donc elle existe déjà, cette fédé. On n'a pas voulu, l'idée c'était justement d'être autre chose qu'une grande fédé institutionnalisée avec un organigramme comme ça, avec voilà, Nous, ce qu'on veut, c'est être agile. Charlotte l'a redit, on veut être agile. Donc, le truc, c'est que voilà, il faut que ça avance, il faut que ça aille vite, et il ne faut pas qu'on soit empêchés par des processus de décision trop compliqués, mais qui sont intrinsèques à toute organisation qui grossit, évidemment. Donc nous, en fait, notre souhait, c'est pas forcément devenir une hyperstructure. Notre souhait, c'est d'être un organe, une officine de plaidoyer, bien sûr étayé par les données, c'est très important, on l'a dit et redit, il nous faut des datas, ça ne suffit pas de faire du témoignage ou de rapporter l'expérience de monsieur Bidule ou de madame Truc, ça ne suffit pas, il nous faut des données. Donc ça, c'est très important. Vous avez employé le terme de consommateur, fédération de consommateurs. Alors, moi, je ne suis pas à l'aise avec ça. Je reconnais bien sûr le mérite. Et d'ailleurs, les dernières sorties des associations de consommateurs sont plutôt très intéressantes, donc des associations de consommateurs, mais néanmoins, voilà, les patients ne sont pas, à proprement parler, des consommateurs de soins. Hein. On n'est pas dans un système de consommation. On a une partie qui est libre, qui a le choix, qui fait des arbitrages, qui peut faire des comparatifs. Voilà, pour choisir le meilleur produit en fonction de certains critères. Dans la santé, c'est pas ça. La plupart du temps, les patients sont captifs, n'ont pas le choix. Ils vont là où on leur demande d'aller, ils prennent le médicament qu'on leur prescrit. Et il n'y a pas cette notion de choix, d'arbitrage, de négociation qu'il y a dans un système de consommateur à fournisseur. Donc c'est très compliqué, et donc je pense que voilà, c'était juste pour j'ai compris le sens de votre question, mais voilà. Et puis, eh ben, oui, on aimerait bien être accompagné, parce que vous l'avez dit, c'est un métier de travailler avec les médias. Nous, on en connaît parce que certains d'entre nous avons de l'expérience avec les médias, donc on a un petit carnet d'adresses, bien sûr, mais il nous faut un professionnel, il faut qu'on ait des relais, il faut des gens qui savent faire ça. Donc oui, et je suis très heureuse si France 2 prête une oreille attentive à notre propos, et bien sûr à votre disposition pour aller plus loin, en discuter. On aura notamment besoin de relais au moment où on va lancer notre observatoire, hein, parce que là, pour le moment, on fait des entretiens, ça reste un peu confidentiel, un peu feutré, mais quand on va lancer notre questionnaire en ligne, oui, on a envie de raconter pourquoi on le fait, comment on le fait, avec qui on le fait, et donc avec l'aide des médias, voilà, ce serait très très bien qu'on ait ce support. Voilà. Merci en tout cas pour votre intervention. Merci. Il est 10h pile. Il y a une dernière question à Loïc Jamoto. Je vous laisse la poser, mais vraiment de manière très courte, en 30 secondes, de manière à ce qu'on puisse conclure à l'heure, s'il vous plaît. Bonjour Magali. Votre plaidoyer est très intéressant, et puis connaître Action Patient, ça a été vraiment formidable aujourd'hui. Par contre, où je suis déçu, c'est en fin de compte, c'est sur les précédents interlocuteurs qui viennent au Café Nil. Je pense au docteur, quand vous avez parlé de la régulation des médecins, on n'avait pas assez d'échanges aujourd'hui avec la contradiction un peu, si vous voulez. C'est un peu dommage que, voilà, votre plaidoyer était très intéressant, mais ça aurait été intéressant, sans être dans la confrontation, comme vous disiez tout à l'heure, mais d'échanger avec eux, et on ne les a pas entendus aujourd'hui. C'est dommage. Mais peut-être que ce n'était pas le format, c'est pas le format du Café Nil, effectivement, mais nous, on est tout à fait disposés à débattre, de manière constructive, bien sûr, mais à débattre de nos idées. Voilà, donc on n'est pas du tout opposé, on le fait d'ailleurs, hein, en plusieurs occasions, nous sommes amenés à le faire. C'est vrai que le Café Nil, c'est sympa pour les intervenants, parce que moi, j'ai eu le temps de dérouler les propositions, d'échanger avec certains d'entre vous. Je pense que c'était le sens aussi. Hein, l'idée, c'était de faire connaître Action Patient, qui est peu connu. Je vous invite à suivre la page sur LinkedIn d'Action Patient, comme ça vous serez informés. Et puis, voilà, le débat, il aura lieu, il a lieu régulièrement, mais moi, j'y suis favorable. Et donc, si les professionnels de santé veulent en discuter, il n'y a aucun problème.
Alors, ça me donne une transition toute faite pour vous annoncer le prochain Café Nil, justement. Il n'y aura peut-être pas de débat direct, mais on ne manquera pas de relever et de poser les questions et de rappeler les questions qui ont été posées aujourd'hui, puisque le 7 mai prochain, nous recevrons Franck de Vulder, qui est le président de la Confédération des syndicats médicaux français, justement sur le sujet de l'accès aux soins. Et comme c'était évoqué au début, on aura, je crois, à cette date, le retour de la proposition de loi de Guillaume Garot qui va arriver au Sénat. Le ministre de la Santé a annoncé qu'il ferait des annonces à la fin du mois d'avril sur le sujet de l'accès aux soins. Donc, je pense que le sujet sera on ne peut plus d'actualité. Et on Vous lui aurez posera les questions. deux salles, deux ambiances, à mon avis, Germain. Vous verrez bien. On posera la question, on verra ce qu'il nous répondra. Et puis, le Café Nil suivant qui arrive à une date un peu plus tardive, mais on ne manquera pas d'en organiser d'autres entre-temps, qui aura lieu le 4 juin avec Margot Poulin-Tellier de l'Institut Montaigne, qui vient de présenter et de publier un rapport, une étude sur le sujet du dépistage. Et donc, il viendra nous présenter ses recommandations. Voilà, donc on vous transmettra toutes ces informations par mail via notre liste de diffusion. Merci à tous pour votre présence ce matin. Merci encore très chaleureusement Magali pour cette intervention vraiment très intéressante, très intéressante, passionnante. À bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.